20h sur les antennes de la Télé Futurs Médias. Mesdames, Messieurs, bonsoir et c'est parti pour le sommaire de cette édition. En continuité de la précédente, selon Abdoumbo et Omar Seck, ils invitent certains de leurs collègues à changer de comportement. Les Amazones de Khalifa Sall menacent de défiler nus dans les rues de Dakar pour exiger la libération de leur leader. Une démarche pas du goût des populations de la Médina. Le sociologue Ibrahim Mbeng parle d'une nouvelle forme de revendication pour une frange de la population qui se sont lésés. Colère des travailleurs de la mairie de Kaolack en brassard rouge. Ils ont battu le pavé pour exiger la réintégration de leurs collègues licenciés par les autorités municipales. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous, direction la Tunisie, pour retrouver notre envoyé spécial Mamadou Ndiaye. Vous le savez, le Sénégal affronte en ce moment même le Nigeria pour une place en finale de l'Afrobasket 2017. La Tunisie, elle, est déjà qualifiée après avoir battu le Maroc 60-52. Vous le disiez en titre, la 13e législature installée hier sera la continuité de la précédente selon les députés rencontrés par la rédaction de la Télé Futurs Médias. Toutefois, ils estiment que certains de leurs collègues devront changer de comportement, respecter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et représenter dignement le peuple. Plus de détails dans ce reportage signé Habib Faye Diafaraba. L'Assemblée nationale fait jaser certains députés. La nouvelle équipe est installée. Les parlements croient à une continuité à l'hémicycle. Cette équipe de la 13e législature devra tirer les leçons de celle de la 12e. On ne peut pas réinventer la roue. Il y aura une continuité, mais avec beaucoup d'améliorations. Parce que j'estime que les députés qui ont été élus ont pris conscience de ce que les Sénégalais attendent d'eux. Et en tout cas, les députés qui sont restés là-bas, que j'ai eu la chance d'approcher, je sais qu'ils pourront tirer les autres vers la qualité. Et les nouveaux également viendront avec leur touche. Il faudrait quand même qu'on arrête de se jouer des Sénégalais et qu'on travaille à parfaire ce que nous avons fait au niveau de la 13e législature. Parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché. La présence dans les commissions, une force pour les députés. S'absenter est une fuite de responsabilité, disent-ils. Contrôle des politiques publiques. Cela aussi doit renforcer quand même le travail des députés, continuer à faire du terrain et pour que les Sénégalaises et les Sénégalais quand même puissent travailler à comprendre ce que font les députés. De prendre conscience du discours du président de l'Assemblée. Hier, dans son discours, il a insisté sur l'absentéisme, éviter l'absentéisme, parce que la première force d'un député, c'est d'être présent là où se font les débats. Installés à leur poste, les députés devront s'atteler à mettre des arguments techniques et financiers pour le bon fonctionnement de l'hémicycle. Habib Faye, cette 13e législature est dirigée par Moustapha Niasse. Pour l'analyste politique Mamadou Sy Albert, c'est un homme de pouvoir, donc il tient à son fauteuil. Il estime que changer les choses ne sera pas chose facile. Alassane Ba Diafaraba. C'est reparti pour 5 ans. Le président de la 12e législature, Moustapha Niasse, remplit pour un second mandat. Pas question de céder la chaise. Mais pourquoi il tient à ce poste? N'oublions pas que Niasse, c'est le rival éternel du Parti socialiste. Il ne va pas céder le poste de l'Assemblée nationale au Parti socialiste, encore moins à Ousmane Tanor Dieng. Mais il ne va pas également céder son poste à la gauche, qui est une force politique insignifiante électoralement. Donc Niasse s'impose de fait comme quelqu'un qui fait le président de la République. Depuis 2000 jusqu'à présent, c'est vraiment lui l'arbitre du jeu politique. Donc s'il n'a pas la présidence,
il se dit que moi aussi, il me faut l'Assemblée nationale parce que je suis la deuxième personnalité politique après le chef de l'État. C'est quelqu'un quand même qui a vécu toute l'expérience politique du Sénégal. Je crois que, comme tous les hommes politiques du Sénégal, c'est des pouvoiristes. C'est des hommes de pouvoir. Ils ne peuvent pas vivre sans la politique. Rumek, pense le journaliste, analyste politique, au moment où le président Niasse veut une rupture à l'hémicycle. Et on recommence pratiquement le même jeu, la même alliance, avec peut-être une seule fausse note. Niasse n'est plus le même. Il ne remplit pas aujourd'hui les mêmes fonctions qu'il occupait en 2012. Ce n'est plus l'allié stratégique de Macky Sall par rapport à la présidentielle de 2019. On sent que le Parti socialiste est privilégié, aussi bien dans la désignation des députés. Il maintient Moustapha Niasse parce que ce serait compromettant pour lui que Moustapha Niasse se retrouve par exemple dans les rangs de l'opposition. L'Assemblée n'a pas véritablement changé sa nature. Au contraire, elle est devenue beaucoup plus liée au président de la République. S'il voulait d'une rupture, il peut. Et ça continue, une élite traditionnaliste accrochée au pouvoir. Mamadou Sy Albert est d'avis qu'elle ne pourra pas tenir. La jeunesse des partis politiques va mettre fin à tout cela. Le discours des jeunes, il est tellement libre, la tonalité est tellement libre que j'imagine mal, en tout cas, ces jeunes accepter des gens qui ont vécu les années de l'indépendance, continuer à diriger le pays. Alassane Ba, à peine installé, le député maire de Bambilor s'engage pour le développement de l'horticulture de la zone des Niayes. Le député Ndiane Diop parle d'un secteur pourvoyeur d'emplois qu'il faut impérativement soutenir. Ndiane Diop, que je vous propose d'écouter au micro de Ousseynou Thiam et Biradjan. Je pense que le rôle du député, d'abord, c'est de contrôler l'action du gouvernement, de proposer des lois, se mettre à la disposition des populations, aux ministres, au gouvernement, pour que leurs préoccupations puissent prendre en charge par rapport au budget. À la zone des Niayes, nous avons une priorité. Une priorité, c'est l'eau de Bertilan, et je pense que d'ici quelques jours, parce que l'État a trouvé un repreneur, et le repreneur n'est que l'ASDE, et les populations l'attendent avec impatience. Je pense que bientôt l'eau va couler dans les champs et l'horticulture va se développer dans la zone des Niayes. Et beaucoup de choses encore. Et je pense qu'au moment opportun, vraiment, on va en faire un plaidoyer pour l'intérêt de la zone des Niayes. Lendemain du décès de Djibo Leïtika, les témoignages fusent de partout. Ici, chez lui, ici aux Almadies, parents, amis sont unanimes quant à sa carrure d'homme d'État, mais également d'humaniste. Leurs propos sont recueillis par Moussa Ngom et Younous Diatta. C'est une grande perte, non seulement pour nous, la famille proche, mais pour la République du Sénégal, pour l'Afrique, pour le monde. Parce que Djiboka, c'était un grand homme, un très grand homme. Il était au service du bien et a vécu en adéquation avec ses principes religieux. Durant toute sa vie, il a fait du mieux qu'il a pu pour venir en aide à ses proches. Ce qui nous lie, c'est au-delà de l'espace politique, ce sont des relations de famille, aussi bien au niveau de ma famille que de la sienne. Nous pleurons un grand homme, un humaniste, un homme très généreux, un homme d'État. Lorsqu'il y a eu les événements du 16 février 1994, je lui demandais de faire très attention, parce que l'affaire s'est déjà passée, de ne pas succomber aux passions. Il y en a qui demandaient qu'il tire, c'est lui qui a refusé de tirer, qui a laissé les troupes passer parce qu'il contrôlait la situation au port du palais. Et donc, véritablement, il a agi en homme d'État. À ses côtés, nous avons appris à connaître et servir l'État. Nous avons appris donc à nous organiser, à être méthodiques, mais également à avoir une conviction, à défendre des idées. C'est Allah qui nous guide, c'est Allah qui nous gère. Il appelle qui il veut et quand il veut.
Moussangom, la levée du corps est prévue demain samedi à 10h à l'hôpital principal de Dakar. Les populations de la Médina disent non à la marche annoncée par les Amazones de Khalifa Sall. Ces dernières menacent de défiler nues dans les rues de Dakar pour exiger la libération de leur leader. Une démarche pas du goût des Sénégalais rencontrés à Aïssatoupay, Younous Diatta. Les Amazones de Khalifa Sall menacent de marcher toutes nues. Titre ayant suscité beaucoup d'émoi sur les réseaux sociaux. Inadmissible, insensé, inconscient, diront certains, autant de qualificatifs pour mesurer l'ampleur de l'annonce. Qu'est-ce qui leur passe par la tête? Tantôt elles sont affalées sur les routes pour protester, tantôt elles veulent défiler en tenue d'Ève. Elles n'ont aucun droit de se comporter ainsi. C'est impensable. Nous n'allons jamais accepter cela, qu'elles essaient de trouver d'autres moyens pour exprimer leur désaccord et prendre le temps de bien réfléchir. D'autres moyens de revendication plus appropriés. La grève de la faim existe et bien d'autres moyens de revendication. J'estime que c'est une décision prise à la hâte. Oui. Elles ont le droit de défiler, mais en respectant certaines règles. C'est incorrect et va à l'encontre de nos valeurs. Et qu'en pensent les sages hommes? Nous sommes musulmans. Ce genre de pratiques, nous les retrouvons ailleurs. Réfléchissons bien et soyons plus matures. Nous n'admettrons pas certaines dérives ici au Sénégal. L'annonce a été faite. La date de la marche pas encore définie. Pour certaines personnes, rien que du bluff. Aïssatoupay, cette marche nue annoncée par les Amazones de Khalifa Sall est analysée par le sociologue Ibrahima Mbengue comme étant une nouvelle forme de revendication pour une frange de la population qui se sent lésée par les institutions. Plus de détails dans ce reportage de Cheikh Hassana Fall et Pape Sangoné Mbaye. La décision de marcher nu sur les artères de la capitale prise par les Amazones de Khalifa Sall peut choquer plus d'un. Mais pour le sociologue Ibrahima Mbengue, cela est juste une nouvelle expression de violence. C'est une forme de violence qu'on exerce, non pas sur autrui, mais sur soi-même. C'est comme une sorte de suicide. Donc c'est des manifestations de violence. C'est quelque chose d'assez inédit. Une violence sur soi-même légitime et explicable. Donc quelque part, ça titille les institutions judiciaires, les institutions politiques, n'est-ce pas, pour manifester une certaine déception par rapport à des institutions qui fonctionnent de façon bancale et surtout qui ne permettent pas à des citoyens d'obtenir des gains de cause. Même si ces actes et menaces sont déplorables, le sociologue Ibrahima Mbengue juge cela comme une nouvelle forme de militantisme politique. On peut apprécier ces sacrifices extrêmes qui sont faits, n'est-ce pas, ces violences qui sont faites, comme étant un signe d'adhésion à une cause, à une personne, effectivement. Et cette adhésion est, d'après les expressions des manifestants, cette adhésion elle est forte, elle n'est pas feinte. Or, ce à quoi on assiste aujourd'hui dans l'arène politique, c'est plutôt des jeux d'intérêt. Après la grève de la faim des jeunes khalifistes, c'est au tour des Amazones du maire de Dakar de menacer de faire une marche à nu. Des actions qui peuvent choquer, mais qui, selon le sociologue, sont juste l'expression d'un manque de considération d'une couche de la société. Cheikh Hassana Fall, une autre marche, celle des travailleurs de la mairie de Kaolack. Ils dénoncent le mutisme des autorités après le licenciement de 40 travailleurs. Après une décision de justice en leur faveur, ils exigent leur réintégration. Ibrahima Diamé et Pape Laye Djan, que vous pourrez suivre dans nos prochaines éditions. Les populations de Santhiou Massa dans la région de Louga réclament de meilleures conditions de vie. Le manque d'infrastructures sociale de base constitue un frein au développement de ce village situé dans le département de Kébémer. Les villageois demandent à l'État de leur venir en aide en désenclavant leur localité. C'est une correspondance signée Tchernofa. Situé au cœur d'Imbaor, dans la commune de Thiep, département de Kébémer, le village de Santhiou Maïssa n'est pas très bien loti sur le plan infrastructurel. Depuis 18 ans, notre difficulté
les plus soulignés, c'est les problèmes d'infrastructure. L'enclavement de la localité est la principale préoccupation des villageois qui rencontrent d'énormes difficultés pour se déplacer. Là, vous le savez, on fait 18 km pour accéder sur ce village. La plus grande ville que nous quittons pour avoir une voiture là-bas, c'est la commune de Géoul. Aussi, on a un problème d'orientation à nos petits frères qui ont réussi l'entrée en 6e et qui veulent poursuivre les études. Il y a pas mal d'enfants qui sont là, qui sont maintenant devenus des bergers parce qu'ils n'ont pas les moyens de poursuivre les études cause au problème de la distance et l'enclavement du village. Le village qui n'a pas encore d'électricité souffre aussi d'un manque de structures sanitaires. Ici, les femmes enceintes rencontrent d'énormes difficultés lors de l'accouchement. 18 km ou 20 km de route pour donner naissance. Vous savez, tous les risques qu'elle parcourt, mais par l'évacuation de charrette, même en cours de route, elle peut mourir. L'absence de ces infrastructures dans cette localité reste une vieille doléance des populations qui ne manquent pas de le rappeler chaque année aux autorités. Elle demande le désenclavement du village et la mise en place de toutes ces infrastructures sociales de base. Vous savez, ces difficultés nous pénalisent depuis 18 ans. Maintenant, s'ils peuvent nous aider à nous faire des routes ou bien des pistes, vraiment, nous leur tendons la main. La population de Santhiou Keur Maïssa est composée essentiellement de Wolofs qui s'adonnent à l'agriculture. Chaque année, elles se réunissent dans le village pour y tenir une journée de prière dédiée à leurs ancêtres. 350 millions de francs CFA, c'est la somme dégagée pour l'agence de l'IPRES de Ziguinchor. Cette agence a été inaugurée en présence d'une délégation nationale de l'IPRES conduite par Mamadou Racine Si, que je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi. Cet acte que nous venons de poser, c'est-à-dire que l'inauguration de cette agence, vise un objectif essentiel du conseil d'administration, c'est-à-dire le rapprochement de l'IPRES avec les usagers. Au-delà de ce rapprochement, il s'agit aussi de moderniser l'outil de gestion de l'institution. Une agence avec un centre médico-social, avec un plateau médical relevé comme à Ziguinchor, où vous avez constaté, nous avons un laboratoire de biologie, nous avons un médecin résident, presque dans sa démarche de tous les jours, tant non seulement à moderniser, mais également à rapprocher l'institution de ses usagers. 350 millions, parce que l'IPRES, c'est d'abord la solidarité, et c'est ce que nous cherchons à magnifier tous les jours. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal et en Guinée-Bissau était en tournée dans le nord du pays. Il a visité la maison de la gare qui accueille les enfants en situation de vulnérabilité. L'ambassadeur a salué le travail des acteurs à Saint-Louis et promet une aide des États-Unis pour ces enfants. C'est un reportage de Ousseynou Diop et Habib Sek. Après Matam et Podor, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal et en Guinée-Bissau, Toulinabo Salama Mouchingi, a visité la maison de la gare à Saint-Louis. Il a salué le travail des acteurs qui ont mis en place des stratégies efficaces pour protéger les enfants vulnérables. Très satisfait et très ravi de ce que nous voyons ici. Voir le nombre d'enfants abrités ici, rencontrer le directeur du centre qui nous a parlé des défis, des opportunités, du problème de la traite des personnes, les enfants, les talibés, la maltraitance des enfants de la rue. La maison de la gare entend aider les talibés à s'intégrer dans la vie tant sur le plan social que professionnel en leur donnant accès à l'éducation. À l'occasion de cette visite, les acteurs ont aussi plaidé pour l'application de la loi sur le retrait définitif des enfants de la rue. Nous espérons que cette plaidoirie va passer. Nous espérons que cette plaidoirie va vraiment faire un impact au niveau du gouvernement, au niveau de leur propre gouvernement à eux et au niveau de la société. Parce que la société aussi est invitée à vraiment s'asseoir autour d'une table et à discuter sur le phénomène des enfants talibés et surtout les talibés mendiants. Donc nous sommes prêts à s'engager davantage pour l'arrêt définitif de la mendicité, mais avant tout pour l'application de la loi au Sénégal. Les États-Unis ont aussi promis d'accompagner les acteurs de Saint-Louis pour mieux protéger les enfants. De voir qu'est-ce qu'on est en train de faire avec la situation qu'on a constatée, que ce soit du côté gouvernement, que ce soit du côté société civile ou que ce soit du côté partenaires internationaux.
Après sa nomination, il y a juste un mois, Tulinabo Salama Mouchingi a promis d'aider les enfants vulnérables, surtout les talibés. Partenariat entre Motorola et King FM. Désormais, les couleurs de la marque vont habiller les studios de la radio ainsi que d'autres supports du groupe Futur Média. La cérémonie protocolaire s'est déroulée dans les locaux de la première radio digitale au Sénégal en présence des responsables du projet, le personnel des nouveaux produits du groupe Futur Média. Les détails avec Ndeye Fatou Niang. Et félicitations aussi à Motorola. Motorola a choisi King FM pour rendre visibles ses nouveaux produits. La signature de partenariat s'est effectuée dans les locaux du studio ce mercredi entre le directeur des nouveaux produits du groupe Futur Média et le représentant de la marque au Sénégal. Ce dernier revient sur le choix de la première radio digitale au Sénégal ainsi que sur les innovations technologiques de pointe insérées dans leurs produits ultra ergonomiques. En revenant au Sénégal ou bien en réutilisant notre marque au Sénégal, nous avons aujourd'hui effectivement trouvé très intéressant, très nécessaire, très pertinent d'aller en partenariat avec des partenaires qui sont dans le secteur. Et on ne peut pas parler de partenaires dans ce secteur et omettre le groupe GFM, notamment la radio King FM que nous avons signé aujourd'hui, ce partenariat. Nous l'avons signé parce que nous pensons que nous avons des marques, des valeurs de la marque qui correspondent, notamment l'innovation, comme vous l'avez fait en mettant en place une radio digitale, mais aussi la sophistication qui est très très importante chez nous et l'aspect sexy quand même. La radio RFM ne sera pas en reste dans cette belle aventure. On se réjouit de ce partenariat entre Groupe Futur Média. Nous pensons que Coffee Time, l'émission de RFM, c'est une émission très fun qui porte animée par l'excellente Fatim Ou. Nous nous réjouissons de ce partenariat et nous espérons qu'il va davantage aller beaucoup plus loin pour tous les supports du groupe Futur Média. Et c'est une très bonne chose parce que le groupe Futur Média est un groupe leader. Beaucoup d'opportunités seront saisies pour relever le défi. Une très belle aventure et puis beaucoup d'innovation parce que c'est une première sur la FM qu'un studio porte le nom d'une marque. Aujourd'hui, les animateurs, en tant que diffuseurs de tendance, en tant qu'animateurs, diront à l'antenne « Bienvenue dans le studio Motorola ». Et ça, c'est énorme comme changement, c'est énorme comme tendance. Et moi, ce qui est encore de plus fort, c'est c'est une radio digitale. Une radio digitale, elle est exposée sur plusieurs réseaux sociaux. Et aujourd'hui, la marque en a besoin. Et nous aussi, nous avons besoin d'être accompagnés. Et puis, c'est le mariage parfait pour moi d'être en compagnie de Motorola. Désormais, les animateurs de la radio qui s'écoutent et qui se voient prendront, durant plusieurs mois, le plaisir d'enrober Motorola dans leurs émissions respectives. Culture à présent, Ismaël Mbaye, sénégalais vivant en Italie, a sorti son premier album intitulé Amul Solo, esclavage, immigration clandestine, entre autres thèmes développés dans cet opus. Musicien et animateur dans une émission télé en Italie, Ismaëla se consacre à la promotion des rythmes de la musique sénégalaise. Aïssatou Paye et Younous Diatta. Timide début à Gorée dans un groupe Africa Djembe. Le temps passe, Ismaël Mbaye découvre d'autres horizons. Je participe à une émission Kilimanjaro dans une télévision italienne. C'est une émission valorisant les cultures du monde et les voyages à travers lesquels certaines coutumes sont valorisées également. Moi, je suis un musicien sénégalais qui représente son pays. Son objectif, vendre la destination Sénégal. Je fais découvrir aux Italiens notre musique et nos instruments. Les gens apprécient beaucoup nos sonorités et je leur propose les rythmes d'Afrique qui sont très beaux et pleins de sensations. C'est une musique de l'âme. Carrière solo, le natif de Gorée traite divers thèmes comme la traite négrière. Parlons de l'esclavage. Gorée représente beaucoup de choses pour les Noirs. Beaucoup d'esclaves ont été déportés en Amérique, au Brésil et dans d'autres pays du monde. Nous nous devons de vulgariser cela et c'est ce que j'ai fait dans cet album. Immigration, hommage à Joseph Ndiaye,
Ismaïla Mbaye, dans son premier album solo, s'exprime avec le cœur. Nous allons en Tunisie avant de boucler cette édition, retrouver notre envoyé spécial Mamadou Ndiaye et c'est pour parler du match Sénégal-Nigeria, demi-finale pour l'Afro-Basket 2017. Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Fatima. Voilà, actuellement il y a une pause de plus de 10 minutes depuis le début du deuxième quart-temps. Le pivot sénégalais Youssou Ndoye a brisé le panneau en plexus. Oui, c'est le panneau en plexus. En ce moment, les organisateurs sont en train de changer le panneau. C'est pourquoi il y a une pause de 10 minutes. Le score reste de 24 à 22 faveur du Nigeria. Pour le moment, le Nigeria domine le match pour le moment. Mais actuellement, je vois les deux équipes qui se chauffent. Il y a l'équipe sénégalaise qui se chauffe, coachée par Porfirio. De même aussi pour l'équipe nigériane. Fatima. Mamadou Ndiaye? Oui. Vous assistez à un match serré. Pouvons-nous espérer une place en finale? Depuis le début du premier quart-temps, pour le moment, on assiste à un match très serré. Mais bon, on a l'habitude de le voir. Si on se rappelle, en 2015, le Nigeria avait éliminé le Sénégal en demi-finale de l'Afro-Basket. Cette fois-ci, ça ne sera pas facile aussi pour les deux équipes. Le match est actuellement suspendu, vous l'avez compris, pour des soucis techniques. Le Sénégal qui affronte le Nigeria pour une place en finale de l'Afro-Basket 2017. Juste rappeler que la Tunisie, elle, s'est déjà qualifiée après avoir battu le Maroc 60 à 52. Mamadou Ndiaye, notre envoyé spécial en Tunisie. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. C'est la fin. Prochain rendez-vous d'information à 0h avec le tout en image. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futurs Médias. Bonsoir.